Salam alaikum. On continue donc les leçons de géologie et aujourd'hui donc on arrive donc au chapitre 4. Là vous avez donc la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. يعني تشكل الصخور الجرانيتية وعلاقته بالتحول بظاهرة التحول. Alors donc les granites, comme vous le savez déjà, donc ce sont des roches magmatiques. Non, ce ne sont pas des roches métamorphiques. Ce sont des roches magmatiques, c'est-à-dire qui résultent de la solidification d'un magma. تنتج عن تبرد وتصلب صهارة. Alors le granit, c'est une roche magmatique qui se forme en profondeur, c'est-à-dire la solidification, le refroidissement et la solidification du magma se fait en profondeur. D'accord? Alors, et il donne donc une formation rocheuse qu'on appelle un peloton ou un batholite. Donc, un peloton ou batholite, c'est donc cette formation rocheuse, formée de granit en profondeur. Bien sûr, nous, on l'observe maintenant en surface, c'est bien sûr à cause des phénomènes tectoniques et de l'érosion, et bien le peloton qui à l'origine était en profondeur, et bien maintenant il se trouve en surface. D'accord. Le granit, comme vous le savez, donc il appartient aux familles des roches granitiques, voilà, les granitoïdes, qu'on appelle les granitoïdes, d'accord. Eh bien le granit, vous savez également qu'il a une texture grenue, une structure grenue, ça c'est déjà connu, d'accord. Alors on va donc essayer d'observer donc ce granit. De façon générale, on distingue deux grands types de granit. Nous avons le granit d'anatexie et nous avons le granit intrusif. Non, le granit d'anatexie et le granit intrusif. On va les étudier tous les deux et on va voir quelle est la différence entre les deux et leur relation avec le métamorphisme et la tectonique des plaques. Donc comment se forment les granites et quelle est leur relation avec le métamorphisme et la tectonique des plaques. On va commencer par le premier type qui est le granit d'anatexie. Le granit anatexie. Alors l'exemple qu'on va étudier, c'est le granit de la région de Gavarnie en France. Alors là, vous avez donc une observation générale, une petite carte simplifiée de la région, là, de Gavarnie, avec bien sûr ce qui nous intéresse, le granit. Alors regardez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on se repère donc, à la légende pour lire et comprendre la carte. Donc comme vous le voyez, le granit là, donc vous voyez, donc vous avez deux massifs granitiques, vous voyez, vous l'avez, donc là et là. Et vous avez donc là et là et là, regardez, vous avez des roches métamorphiques. Donc en vert, pardon, en marron, jaune, jaunâtre, vous avez les roches sédimentaires là, elles ne nous intéressent pas. Alors, vous avez en bleu les micaschistes et vous avez donc là en violet les gneiss. Donc là les micaschistes et là les gneiss. Là c'est les gneiss. D'accord? Gneiss. Et là vous avez les micaschistes. Et on vous dit donc une précision, vous avez des gneiss à silimanite et feldspathalcana. Et vous avez les micaschistes à silimanite et andalusite. Donc si vous vous rappelez un peu, il y a des minéraux là dont nous avons déjà parlé. Par exemple, le silimanite, andalusite, vous vous rappelez, il s'agit donc de minéraux de silicate d'alumine qui sont de très bons indicateurs du métamorphisme, des conditions de métamorphisme. Vous vous rappelez, l'andalusite, c'est un indicateur d'une transformation minéralogique, d'un métamorphisme à haute température. La silimanite, donc, c'est un indicateur de métamorphisme à haute pression et température. Alors les feldspathalcana, qu'on appelle également donc les orthoses, eh bien donc ce sont également des indicateurs de formation ou transformation à très haute température et pression. D'accord. Alors regardez donc l'analyse de cette carte nous montre donc la présence de ces pelotons granitiques, vous voyez. Et vous voyez donc qu'il y a une relation étroite avec cette roche-là qui est donc les gneiss. Vous voyez donc, vous avez les gneiss. Donc, vous avez là, donc le granit et le gneiss. Alors déjà là, on peut dire donc, si vous voulez, ça donne, si vous voulez, une impression qu'il y a une relation de formation, de synthèse entre ces deux roches.
d'accord? La roche, donc le granit et le gneiss. Il y a également une autre roche très importante dont on parle la première fois, c'est donc cette roche-là appelée les migmatites. Les migmatites, qu'on va observer. Vous voyez également que la migmatite là, vous voyez également, il est en étroite relation avec le granit et le gneiss. Donc on peut déjà émettre une hypothèse, si vous voulez, que ces trois roches, migmatite, gneiss, granit, ils ont sûrement donc une relation de synthèse. Il y a une relation de synthèse entre ces trois roches. Pour donc s'en assurer, on va donc étudier les trois roches donc au niveau de la composition minéralogique et de la structure. Alors là, donc nous avons déjà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Alors l'interprétation, la liaison étroite entre les granites et les roches métamorphiques indique la présence d'une relation de naissance entre ces deux types de roches. Alors, la deuxième chose, sachant que le granit provient de la solidification d'un liquide magmatique, on peut supposer que ce liquide est issu de la fusion partielle de ces roches métamorphiques, qui sont les micaschistes et gneiss. Mais il faut le confirmer. Alors, l'étude minéralogique et structurale. Alors, regardez, là, vous avez la migmatite. Là, vous avez donc la migmatite également. Donc, là, c'est l'affleurement. Et là, vous avez donc également un échantillon de granit. Alors, si on commence par le granit, donc, normalement que vous connaissez déjà, et donc c'est une roche donc généralement claire. Sa structure est grenue, c'est-à-dire vous avez de gros minéraux qui sont accolés les uns aux autres, d'accord? Alors, et vous avez donc les principaux minéraux, eh bien ça dépend, mais en général vous trouvez l'orthose. L'orthose, c'est donc celui qui donne une teinte rosâtre. C'est l'orthose. C'est un feldspath potassique. Minéral. C'est une famille de minéraux qu'on appelle orthose. D'accord. Et vous avez d'autres minéraux tels que les mica. Et vous avez également le quartz. Le quartz, c'est le minéral qui a la teinte là, à la teinte grisâtre, blanche grisâtre. C'est le quartz. D'accord. Alors là, vous avez donc cette roche que nous avons appelée migmatite. Alors regardez une chose très importante. Regardez. On dirait que c'est une association entre, regardez, du granit là, sous forme d'un filon, vous voyez, et là, vous voyez, donc c'est la migmatite. Regardez, une relation étroite entre la migmatite et le granit. Vous voyez, ils sont très reliés. Vous voyez. Alors là, regardez, vous avez la migmatite là, par exemple cette partie-là, la migmatite. On va l'agrandir, d'accord? Et on obtient ceci. Alors regardez, lorsqu'on observe la migmatite de près, regardez, vous avez donc, là, on dirait que vous avez deux types de structures associées. Alors la première, là, regardez, elle nous rappelle la structure ou la texture du gneiss. Vous voyez? Avec sa foliation, regardez, vous avez alternance de lits sombres et de lits clairs. Sombre et clair. Par contre, là, regardez, la partie notée G, eh bien, elle nous rappelle tout simplement la structure granitique. Vous voyez, la structure granitique. Donc, vous voyez très clairement que la migmatite, c'est une association de structures entre le granit et donc le gneiss. Ce qui veut dire que c'est une roche donc, qui est intermédiaire entre les deux, entre le granit et le gneiss. Alors, pour le confirmer, regardez, on passe donc à l'observation microscopique. Regardez. Là, vous avez la migmatite, là, vous avez le gneiss, et là, vous avez le granit. Alors, donc, là, regarde, le gneiss, nous l'avons déjà donc étudié, le gneiss. Et vous voyez donc au niveau du gneiss, vous avez donc la foliation très connue, nous avons déjà parlé, la foliation, des lits sombres de mica, biotite, et des lits clairs de quartz et feldspath potassique ou orthose. Voyez. Donc vous avez regardé la biotite, mica, vous avez le quartz, et vous avez l'orthose, c'est le feldspath potassique que je viens de vous montrer. Alors donc la structure, bien sûr, elle est foliée. Alors là, vous avez donc, là, c'est pas la migmatite, là, il y a une faute, c'est granit, c'est pas migmatite, c'est granit. Là, c'est granit. Il y a une faute là, je m'excuse, c'est granit. Alors regardez, vous avez donc la texture grenue, bien connue, du granit. Vous voyez, donc vous avez de gros cristaux, voilà, qui sont accolés.
Les autres, il n'y a pas de foliation, il n'y a pas de schistosité. Et bien simplement parce que c'est une roche magmatique. Donc les minéraux essentiels sont le biotite, quartz, l'orthose, et vous avez des plagioclases. Donc vous voyez déjà, vous avez des minéraux en commun entre le gneiss et le granit. Regardez, vous avez biotite, vous avez quartz, vous avez orthose. Vous voyez donc une composition minéralogique très proche. Alors que pour la migmatite, là c'est pas granit, c'est migmatite. Migmatite, alors regardez, alors là, donc au niveau du microscope, regardez, vous avez donc les deux parties que nous avons observées à l'échelle de la roche. Là. Oui. Alors regardez, vous avez donc là une partie à structure granitique. Regardez, c'est pratiquement celle-là. Et là en bas, regardez, vous avez une partie à structure gneissique. Donc vous voyez très bien que la migmatite, eh bien, vous avez donc c'est l'ensemble des deux structures, granite et migmatite. Donc ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une roche intermédiaire. Et ça confirme donc également qu'il y a un lien de parenté, un lien de synthèse entre ces deux roches. Et puisque donc le granit, c'est une roche magmatique, c'est-à-dire qui provient de la solidification d'un liquide magmatique, eh bien l'hypothèse la plus probable, c'est que eh bien, il y a eu une fusion, une fusion partielle, une sihar juz'i, d'une partie des gneiss qui a donné donc un liquide, magmatique. Et ce liquide, lorsqu'il il s'est refroidi et solidifié, il a donné le granit. Et le passage entre les deux, il est représenté par cette roche qui est la migmatite. Donc ce granit, ce phénomène dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle l'anatexie, dahirat anatektia. C'est pour cela que ce granit, il est appelé granit d'anatexie ou granit anatectique. Alors regardez là, l'analyse, donc le gneiss et le granit ont la même composition minéralogique, mais des textures différentes. D'accord? La taille des cristaux est plus grande dans le granit. C'est un indice de haute température. Lorsque vous avez la taille des cristaux qui augmente, c'est un indice d'une synthèse à haute température. Vous avez donc l'orthose, je l'ai déjà dit au début, eh bien il est présent dans le gneiss et surtout dans le granit. Et c'est un minéral indicateur de haute pression et haute température. Nous l'avons déjà dit. Donc la migmatite présente un mélange entre le granit et le gneiss. On y observe des niveaux gneissiques et des niveaux granitiques. C'est donc une roche intermédiaire entre les deux. Donc, la même composition minéralogique entre le gneiss et le granit et la présence de migmatite, qui est la roche intermédiaire entre les deux, indique donc qu'il y a un lien de formation, de synthèse entre ces deux roches. La disparition donc de la schistosité, c'est-à-dire de l'orientation des minéraux, qui était présente au niveau donc, du gneiss, mais qui disparaît au niveau du granit, eh bien, il indique tout simplement l'effet de la température. Parce que la température fait disparaître l'orientation des minéraux et la schistosité. Donc, ça veut dire donc, qu'il y a l'effet de la température. Et la présence donc, de minéraux stables à haute température et prédiction d'orthose indique que le granit provient de la transformation du gneiss, suite à une élévation de la pression et la température. Et puisque le granit c'est une roche magmatique, donc cette transformation, elle a provoqué, elle a donné, par fusion partielle, elle a donné donc un liquide granitique magmatique, qui après solidification va donner le granit. Donc en conclusion, donc dans les limites supérieures du métamorphisme général ou régional, alors pourquoi métamorphisme général ou régional? Parce que nous avons une augmentation importante de pression et de température. Alors le minéral indicateur, dans les minéraux indicateurs, c'est donc l'orthose en premier lieu, puis également la silimanite. Alors donc la température et la pression augmentent dans les limites supérieures du métamorphisme régional ou général. Température, pression augmente, ce qui va provoquer la fusion partielle, d'accord? Une sihar ou une juz'i, des roches métamorphiques, notamment les gneiss et micaschistes. Il en résulte donc un liquide magmatique, dont la composition est granitique, qui a la même composition que le granit. Alors ce liquide est appelé liquide anatectique, c'est le liquide anatectique,
qui donne après refroidissement le granit. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'anatexie. Et ce granit est appelé granit d'anatexie ou granit anatectique. Alors d'où vient la migmatite? Eh bien simplement la migmatite, c'est la première phase de la formation du granit anatectique. C'est-à-dire lorsque la fusion est encore faible, alors vous avez un mélange entre une partie solide et quelques parties qui sont liquides. D'accord? Alors ce mélange, les parties solides, donc ça reste toujours le gneiss, et les petites parties donc liquides, elles vont se transformer en granit. Et on aura donc un mélange entre les deux et l'apparition de cette roche appelée migmatite. Mais lorsque la fusion est plus importante, eh bien nous avons un passage de la migmatite vers le granit. D'accord? Voilà. Alors maintenant donc, la relation entre l'anatexie et collision. Alors pourquoi nous avons dit collision? C'est un métamorphisme régional général. Et le métamorphisme régional général, il caractérise les ondes de collision, le métamorphisme thermodynamique. Alors donc, regardez ce document, il présente donc deux figures. Alors nous avons là les deux phases essentielles de la synthèse d'une chaîne de collision, chaîne de montagne, de collision. Et là, nous avons donc le diagramme de pression et de température. Et nous allons, comme nous l'avons fait déjà, suivre le devenir de cette roche-là. Cette roche, d'accord? On va donc suivre donc une roche, comme ça. On va essayer de suivre donc la roche au cours de la formation, pas seulement la roche, mais si vous voulez, la croûte continentale, les roches de la croûte continentale. On va suivre le devenir des roches de la croûte continentale, d'accord, au cours de la synthèse ou de la formation d'une chaîne de collision. Alors bien sûr, la première étape, nous l'avons déjà dit, donc il y a d'abord le rapprochement, la convergence de deux plaques. Alors la subduction océanique donc s'arrête, mais puisque les contraintes tectoniques continuent, eh bien nous avons donc une subduction continentale. Nous avons donc la collision entre les deux continents et nous avons donc l'apparition de charriages, de chevauchements qui s'entassent pour donner donc la nouvelle chaîne de montagne. Regardez, vous avez une augmentation nette de l'épaisseur de la croûte continentale et donc l'apparition, la surrection de la chaîne. Bien sûr, donc, cette surrection, c'est-à-dire donc, elle s'accompagne, si vous voulez, d'un enfouissement des roches de la croûte continentale. Regardez, ils s'enfuient, donc vous voyez, un enfouissement en profondeur. D'accord? Alors, et là, donc, lorsque vous avez donc cet enfouissement, bien sûr, vous avez l'augmentation de la pression et de la température. Alors, c'est ce qu'on observe là, la partie 1, vous voyez? Nous avons une augmentation de la pression et de la température des roches de la croûte continentale. Vous voyez, il y a une augmentation. Alors, et donc, automatiquement, bien sûr, il va y avoir donc une transformation sous forme de métamorphisme que nous avons déjà étudié, le passage par schiste vert, mica schiste et gneiss, du faciès des schistes verts vers le faciès des amphiboïdes. D'accord? Alors, arrivé à cette profondeur-là, regardez, arrivé à cette profondeur-là, eh bien, que va-t-il se passer? Alors, regardez là. La deuxième étape, voilà, nous avons l'étape de l'affaissement, inhiyar silsil al-jabal. L'affaissement donc de la chaîne montagneuse, regardez, les forces deviennent donc distensives, nous avons un affaissement ou une pénétration, donc l'affaissement plus l'érosion, ça donne une pénétration, une disparition de la chaîne. Et donc, regardez là, vous voyez donc les flèches, eh bien nous avons une remontée. En fait, une remontée, pourquoi? Parce qu'il y a un affaissement. Et donc, la hauteur diminue, nous avons donc une remontée de cette partie-là, des roches de la croûte continentale. Regardez, vous voyez, une remontée brutale, à l'échelle géologique bien sûr. Brusque à l'échelle géologique. Cette remontée brusque, regardez, là vous avez les isothermes, vous voyez donc la température varie faiblement, regardez. Il y a donc voyez, une variation faible de la température. Par contre, bien sûr, la pression, puisque la profondeur diminue fortement, la pression elle va chuter brusquement. Donc vous avez une faible diminution de la température, regardez les isothermes,
une faible diminution. Mais par contre, la pression chute. Alors là, regardez, c'est la partie 2. Vous voyez? Regardez, donc vous avez la température, elle est presque constante, vous voyez? C'est presque constante. Mais la pression, regardez. Ça va par exemple, si on parle profondeur, de 800 à 400, c'est-à-dire à peu près de 40 à 20 mégapascal. Et vous voyez donc, vous avez donc là, pardon le contraire, et vous avez donc là une diminution, une chute brusque de la pression. Alors la chute brusque de la pression avec une température qui est presque constante, eh bien il va causer la fusion partielle. C'est ce que vous voyez là. C'est donc la cause essentielle de la fusion partielle des roches de la croûte. Vous voyez, c'est à cause de la chute brusque de la pression avec une température qui est presque stable. Vous avez une fusion partielle représentée là par le liquide magmatique. C'est le liquide d'Anatexie là. Vous voyez, il est là. Vous voyez, donc il entre le domaine le domaine donc du liquide. Là c'est solide, là c'est liquide, là le solidus. Et là donc c'est le domaine donc liquide plus solide. On va trouver liquide, tout simplement le domaine liquide. Donc vous voyez là, vous avez l'apparition le liquide magmatique qui va donner bien sûr en premier lieu les migmatites. Et après, comme nous l'avons dit, il va donner les granites d'Anatexie. Donc, et après, bien sûr, par l'affaissement, poursuite de l'affaissement, eh bien les roches formées, magmatites et granites, ils vont se retrouver en surface par le phénomène donc de l'érosion. Ils vont se retrouver progressivement en surface, c'est-à-dire la pression et la température vont encore diminuer jusqu'à ce que ces roches se retrouvent en surface, comme nous l'observons actuellement. Donc, les massifs de granit accompagnés de migmatites se trouvent en surface. Voilà. Donc là, vous avez les étapes, comme je viens de les expliquer. Et voilà, donc le granit d'Anatexie, eh bien c'est un granit qui provient du phénomène d'Anatexie au niveau des zones de collision par une augmentation donc de la température et de la pression, donc dans le métamorphisme régional en général. Alors la limite supérieure, il y a une fusion partielle des roches métamorphiques, notamment gneiss et micaschiste, qui donne un liquide magmatique de composition granitique. Alors ce liquide, eh bien, il se solidifie sur place, il refroidit et se solidifie sur place, à sa place, pour donner donc du granit. C'est ce qu'on appelle le granit d'Anatexie. Alors comme on le reconnaît, eh bien, il est toujours étroitement lié à la présence de roches métamorphiques, du métamorphisme général, plus la présence de cette roche particulière qui est la migmatite. Et bien sûr, donc là, vous avez l'anatexie de le contexte géodynamique au niveau des zones de collision. Voilà donc, et merci.